2 intervenants, pour ce thème. Faisan Getem, Dibi qui nous, présentera donc, le fonctionnement d'une collectivité, où il a exercé différentes fonctions et puis, en Côte d'Ivoire, pardon et John Joël Cadet qui nous présentera lui un projet de centre de développement durable en Haïti où il a travaillé avec son association, avec la collectivité. Donc, on vous propose ces 2 interventions et ensuite, on vous permettra, donc vous pouvez poser des questions au fur et à mesure des interventions dans le volet discussion, bien entendu. On pourra faire remonter vos questions à la fin des interventions. Et puis, on vous proposera aussi peut-être de donner, vous, d'autres caractéristiques complémentaires ou les mêmes peut-être, pour vos projets et vos liens avec la collectivité sur le territoire ou si vous êtes une collectivité, justement, comment vous travaillez avec, les acteurs, des territoires, pour pouvoir échanger donc croiser les regards comme je disais, précédemment. Donc quelques petites informations logistiques. Donc on va avoir 2 interventions de 15 minutes environ et ensuite on aura donc 3/4 d'heure pour échanger, poser des questions et avoir, éventuellement d'autres témoignages. Quelques points logistiques. Alors déjà, je vous ai préparé pour aujourd'hui un sondage très rapide si vous voulez répondre. Donc comme ça permettra peut-être de mieux se connaître aussi, connaître entre participants aujourd'hui. Je vous l'envoie et pendant que vous répondez, donc je vous rappelle, donc on a mis en place un Padlet qui est toujours en ligne, qui sera en ligne encore pendant 15 jours. Si vous souhaitez, continuer à l'enrichir, de vos «portraits» entre guillemets ou des portraits de votre structure. Ça permet, parce que c'est là aussi un objectif principal, de ce cycle, de nous mettre en réseau les uns les autres et de mieux nous connaître. Donc je vous invite à l'utiliser et à lire, déjà les portraits qui y sont, publiés. Ensuite, si vous le souhaitez, si vous souhaitez partager vos mails, avec les participants de ce webinaire, ce qu'on fait depuis le début des webinaires, c'est qu'on demande aux participants, pour ceux qui le souhaitent, de noter leurs mails dans le volet discussion et nous, on les regroupera pour les envoyer à tous. Comme ça, voilà, ça évite d'avoir à demander après l'autorisation d'utiliser les mails. Donc, voilà, si vous êtes d'accord pour partager vos mails, mettez-le dans le volet discussion et on partagera les mails entre vous. Et ensuite, donc, comme vous l'avez vu, j'ai un peu oublié d'appuyer sur le bouton en début de séance, mais ce temps est enregistré. On l'avait déjà noté dans le formulaire, donc pour vous demander votre accord. Voilà, donc après, on l'informe bien en début de séance pour que si vous souhaitez couper vos caméras ou autres, vous soyez bien au courant que ce temps est enregistré. Pour cela, Zoom aussi avertit bien normalement tout le monde au moment de l'enregistrement. Donc, je vous remercie de ce côté-là. Je vais laisser la parole. Alors, je mets fin au sondage. Donc, je pense que tout le monde a pu et je vais partager les résultats déjà avant de laisser la parole au premier intervenant. Donc, comme on peut voir, donc 8% collectivité, 67% association et 25% autres. Et donc, vous avez déjà travaillé avec une collectivité, donc en France 42%, avec une collectivité étrangère 67% et non 25%. Donc, vous êtes déjà nombreux à avoir travaillé avec une collectivité, donc ce qui nous promet des échanges aussi riches, je pense. Donc, Faisan, je vais te laisser la parole et je vais lancer le partage d'écran pour le PowerPoint.
Alors, vous m'entendez? Oui, très bien. D'accord. C'est bon, vous voyez le PowerPoint? Oui, c'est bon pour moi. J'espère que les autres aussi. On voit bien. Bon. OK. Donc, je te laisse la parole. D'accord. Je ne sais pas si tu as ta vidéo, je ne te vois pas parce qu'il a réduit, mais… Non, ma vidéo n'est pas connectée en raison de la connexion. OK, pas de problème. Je te laisse la parole, fais-en. Merci. Alors, attends que je vois. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de cette opportunité que vous nous donnez, Amélie, d'échanger avec des acteurs du territoire sur la thématique travailler en partenariat avec les collectivités. Mon intervention va porter sur le fonctionnement d'une collectivité en Côte d'Ivoire, l'exemple de la mairie du Plateau à Abidjan. Et le plan que nous allons donc, autour duquel nous allons intervenir sur la deuxième slide, sera organisé autour de la présentation de la mairie du Plateau d'abord, son organisation, son personnel, les compétences donc de la commune, et puis nous aborderons la question de la gouvernance. Alors, nos échanges, en fait, porteront sur la problématique telle qu'affichée, hein, comment les collectivités impliquent-elles les populations dans les questions de gouvernance locale, et puis comment est-ce que les collectivités construisent des projets avec les acteurs du territoire, qu'elles soient associatifs, ONG et autres. Pour débuter, nous allons dire que la commune du Plateau est l'une des communes, l'une des 13 communes du district d'Abidjan, qui est la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Elle a une superficie de 3,9 km². Hein, c'est un petit territoire comparé à d'autres communes, qui est bordé d'eau, environ 10 km, et qui est composé de 14 sous-quartiers, donc 14 quartiers sur ce périmètre. Comme je l'ai dit, c'est la capitale économique du pays. La capitale politique, c'est Yamoussoukro. Et c'est un territoire de 7500 habitants selon le dernier recensement. Et sa particularité, c'est qu'avec ces 7500 habitants, je veux dire en soirée ou les week-ends, la journée, elle compte à peu près 2 millions de visiteurs par jour. Donc, c'est un gros pôle administratif et économique de la Côte d'Ivoire. Et donc, qui permet donc, à tous les visiteurs de pouvoir vaquer à leurs occupations. C'est un territoire également qui abrite la plupart des institutions du pays en ce qui concerne la présidence, l'Assemblée nationale, le Conseil économique, les ministères, les ambassades et les institutions comme la BAD, l'UEMOA. Donc, c'est véritablement un pôle également administratif, comme je l'ai dit, et qui regroupe un certain nombre d'institutions. Et donc, c'est au sein de cette mairie donc, que j'ai exercé en tant que directeur des ressources humaines, puis directeur de cabinet par la suite. Elle a été érigée en 1980. Hein, c'est une commune de plein exercice depuis lors et elle est constituée d'un conseil municipal qui compte 25 membres, qui est renouvelé tous les 5 ans. Le conseil municipal, comme vous le savez, est l'organe délibérant et la municipalité qui est le maire qui est composée du maire et de ses 2 adjoints, donc ils sont 3 au sein de la municipalité. Ils sont en charge de coordonner l'action ou les délibérations qui sont prises au niveau du conseil municipal, de veiller donc à un certain nombre de décisions prises par le conseil municipal. Et le maire, lui, il est un organe exécutif, donc
Il est le patron de l'administration, c'est lui qui est en charge la gestion quotidienne de la mairie. Et il est aussi un organe, hein, il est un organe à part. Donc, nous avons le conseil municipal qui donne les grandes orientations sur les projets de développement de la commune. Et puis, la municipalité, après, qui vient et qui accompagne le maire, qui planche sur des projets de façon plus concrète, qui fait un travail de coordination, et le maire qui est un organe exécutif, qui représente la mairie donc, devant toutes les instances. Au-delà de ces trois organes, il y a l'administration locale elle-même qui est composée de plusieurs directions. Je fais en fait ces précisions pour que vous compreniez après comment est-ce que les services même sont déclinés par rapport donc, aux compétences de la mairie. Au niveau de la commune du Plateau, c'est à peu près 400 agents et structurés autour des directions, un secrétariat général le secrétaire général étant le chef de l'administration. Et il a sous sa responsabilité plusieurs directions qui sont déclinées par la suite par des sous-directions et des services. Donc, nous avons 7 directions que nous verrons tout à l'heure et qui sont chargées donc, de l'organisation administrative. Ensuite, vous verrez sur la slide suivante un peu comment c'est structuré au plan de l'organigramme. Il y a le maire et son cabinet. Au niveau de l'organisation administrative, ensuite le secrétaire général qui est le chef, je crois qu'ici on parle de directeur général de service, le DGS, en Côte d'Ivoire c'est le secrétaire général, et en dessous du secrétariat général nous avons les différentes directions. Dans la commune du Plateau, vous avez la direction des finances et de la comptabilité, la direction des ressources humaines et du développement local, la direction du développement local, j'ai dit la direction des ressources humaines, la direction des services techniques, la direction des services administratifs et la direction des services socioculturels et de promotion humaine. En réalité, toutes ces directions sont constituées pour répondre donc aux attributions qui sont dévolues à la mairie. Donc, vous aurez en termes d'attribution, par exemple, vous aurez au niveau de l'administration, il y a 16, au niveau des compétences, pardon, il y a 16 compétences principales qui sont dévolues aux collectivités locales en Côte d'Ivoire et qui fondent le fait que les communes s'organisent autour de ces compétences pour créer leurs services, pour répondre aux besoins des populations. Alors, dans la slide suivante, Amélie, ça passe. Donc, comme je l'ai dit, on a 16 compétences donc, de l'État qui sont transférées, qui partent de la communication. Il faut dire que l'une des missions principales de la mairie que lui confère l'État, c'est d'organiser la participation des populations donc à la gestion locale, mais également faire en sorte que les populations puissent vivre dans un cadre sain et parvenir à un mieux-être. Donc, c'est la mission principale qui est dévolue aux collectivités qui s'organisent en plusieurs niveaux de compétences. Les 16 compétences de l'État que l'État a transférées aux collectivités vont aller notamment au niveau de l'éducation, au niveau, donc je vais citer pêle-mêle et puis dans les échanges on pourra y revenir, au niveau de l'éducation, au niveau de la santé, mais toujours sur le territoire, au niveau de communication, donc de la voirie également, de la gestion des déchets. Donc, ce sont autant de compétences qui sont dévolues donc, aux collectivités locales et notamment au niveau des communes. Et la responsabilité que la mairie a vis-à-vis des populations, donc comme je l'ai dit, c'est de pouvoir les encadrer et encadrer leurs initiatives. C'est à ce niveau-là que il est loisible donc pour les habitants et les populations de s'organiser par elles-mêmes parce que l'organisation en termes d'association, elle est volontaire, elle est bénévole et elle est indépendante. Donc, c'est une initiative privée que les gens prennent donc, dans le cadre donc, des différentes compétences qui sont sur le territoire. Ça veut dire que, de façon plus précise,
les associations, dans leur rapport avec la mairie du plateau, ne peuvent s'organiser que avoir des missions que dans le cadre des compétences qui sont dévolues aux communes. Si vous avez pour objet, si l'objet de votre association est en dehors des compétences de la mairie, vous ne pouvez pas entrer en partenariat avec la commune. La commune ne peut entrer en partenariat avec les associations, les ONG, les organisations de la société civile que dans le cadre des compétences qui leur sont dévolues. Donc, en termes de responsabilité, la mairie est donc chargée d'organiser la participation des populations, donc à la gestion des affaires locales, qu'elles soient regroupées en associations, mais également d'encadrer les initiatives locales dans le cadre des associations. Donc, c'était important de le dire. Et puis, en termes de rapport maintenant, qu'est-ce que la mairie, sur quoi est-ce que les partenariats sont fondés entre la mairie et les différents acteurs du territoire? Il faut dire qu'il y a de nombreux acteurs sur la commune qui s'organisent par, je veux dire, en fonction de leurs intérêts. Vous avez les opérateurs économiques qui s'organisent au niveau de l'association des opérateurs économiques. Vous avez les jeunes qui s'organisent au niveau, donc vous avez les handicapés, vous avez également les femmes, vous avez donc au niveau donc de la commune du Plateau de façon particulière, il y a les associations qui sont organisées, donc les habitants qui sont organisés en association. Vous avez d'abord les comités de développement de quartier qui sont des acteurs importants dans les rapports entre la collectivité avec les populations. Les comités de développement de quartier sont constitués dans tous les différents quartiers d'un chef de quartier, donc du président du quartier, de la présidente des femmes du quartier, du président des jeunes et puis d'un certain nombre de personnes du quartier donc, qui composent le bureau. Et ce sont eux les principaux interlocuteurs entre le quartier, la vie du quartier et la mairie. Donc, c'est le premier acteur local, plus proche des habitants, qui est un partenaire pour la mairie. Et ces acteurs-là constituent des canaux d'information et de mobilisation des populations parce que chaque fois qu'il y aura une initiative, une action à mener, c'est par ces canaux que la mairie va passer. Sur le territoire également, il y a les commerçants, les opérateurs économiques, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un centre commercial important. Donc, les opérateurs économiques se constituent en association et désignent et sont un interlocuteur entre leur organisation par rapport à leurs intérêts en ce qui concerne l'aménagement du territoire. Ça veut dire que la mairie ne peut pas faire des aménagements importants sur le territoire sans consulter donc l'association des commerçants, des opérateurs économiques, sans consulter les populations à travers les comités de développement de quartier et sans consulter les jeunes et les femmes qui sont sur le territoire. Et c'est pour cela que je disais tout à l'heure que ces acteurs sur le territoire organisés autour des associations, des ONG, constituent non seulement des canaux d'information et de mobilisation, c'est vrai, mais en même temps des structures de consultation au niveau pour la mairie du Plateau. Donc, en matière de projets sur le territoire, que ce soit de l'aménagement, que ce soit au niveau de la gestion des déchets, que ce soit au niveau même de grands projets structurants sur la commune, il faut absolument consulter toutes ces organisations pour se donner toutes les chances donc, de succès de ces projets. Également, ce sont des organisations qui sont consultées en matière d'élaboration de budget. C'est vrai que le budget participatif n'est pas une réalité encore chez nous. C'est plutôt des initiatives de consultation donc des organisations sur le territoire par rapport à l'élaboration du budget. Ça permet à la commune tout de suite de savoir quels sont les besoins prioritaires et où affecter donc les ressources au cours de l'exercice. Et puis, nous avons également les questions de coopération décentralisée. En termes de coopération décentralisée, il y a la mairie qui entretient des relations, c'est vrai, avec des ONG, avec des associations hors de son territoire, qui sont sur d'autres territoires, pour permettre justement que les peuples se rencontrent, pour pouvoir échanger avec des cultures
Nous avons eu l'exemple avec Rennes, la commune du Plateau avec la commune de Rennes, notamment en matière d'emploi, donc d'insertion des jeunes, sur la mise en place de la mission locale au niveau de la commune du Plateau. Donc, il y a eu des missions qui se sont déroulées au niveau de Rennes et d'autres personnes de Rennes également qui sont venues sur la commune du Plateau pour partager ensemble des expériences. En matière de gestion des déchets également, ce sont des domaines principaux dans lesquels la coopération se développe. Nous avons eu avec le Maroc la commune de Ifrane, donc, qui est une commune qui est un peu très avancée en matière donc, de salubrité, la commune de Ifrane, avec laquelle nous avons eu des coopérations. Mais dans le cadre de ces coopérations, ça permet également aux populations donc, de se déplacer, de partager des cultures. Pour tout dire, avant les échanges, ce que je peux dire, c'est que les organisations de la société civile, les acteurs du territoire, ont intérêt naturellement à collaborer avec la mairie et collaborent avec la mairie parce que c'est la mairie qui aménage donc le territoire, c'est la mairie qui crée le cadre donc pour que les activités puissent prospérer, mais également pour que ces organisations de la société civile puissent avoir des cadres d'expression. Et donc, la mairie met tout en place pour que cette collaboration-là puisse mieux se porter et mieux se dérouler. C'est une institution qui a vocation non pas de créer des associations, mais d'accompagner toutes les initiatives locales, toutes les associations qui sont créées sur le territoire, non seulement en termes de budget, c'est vrai que la mairie met des subventions à la disposition donc, de ces organisations, mais ce qui est important de soulever, c'est que dans ce partenariat, la mairie attend des organisations de la société civile qu'elles produisent des rapports d'activité par rapport donc aux budgets qui sont mis à leur disposition dans le cadre de leur fonctionnement. Et les organisations de la société civile aussi attendent de la mairie qu'elle crée les cadres pour un certain nombre de cadres pour leur express, pour qu'elles puissent s'exprimer véritablement, pour qu'elles puissent contribuer et faire des propositions dans la gouvernance locale. Et c'est ainsi que ce partenariat-là, je pense qu'il est créé et il est. Ah, on ne t'entend plus, Faisan. Et nous allons revenir beaucoup plus en détail sur les compétences, sur de façon concrète certains projets qui ont pu se réaliser et les résultats que nous avons pu avoir. Voilà. Merci, Amélie. Merci, Faisan. On a une toute petite coupure à la fin, mais pas bien longue. Enfin, moi, en tout cas. Je ne sais pas si c'était le cas de tout le monde. À la fin, les 2 dernières minutes? Non, c'était 5 secondes, je pense. Ah, d'accord. Donc, je disais que dans les échanges, on pourra revenir de façon plus concrète sur des partenariats qui ont pu se développer, vu qu'on a déjà atteint nos 15 minutes. Avec plaisir, je pense qu'on aura effectivement l'opportunité. Tu pourras revenir donc sur peut-être des exemples pour aller plus loin. Je vais donc du coup laisser la parole à John pour la seconde intervention. Donc merci beaucoup, Faisan, pour cette présentation de cette collectivité donc à Abidjan. Et donc ça va être au tour donc de John Joël Cadet qui va présenter donc son projet donc avec son projet tripartite donc de son association avec une collectivité. Je vais donc partager aussi la présentation.
Voilà, vous devez la voir, je pense. Merci, Amélie. Je t'en prie. Je dis bonsoir à tous. Merci à Resacop pour ce temps. C'est un temps qui est important, qui permet aux acteurs à la fois de Lyon et aux acteurs internationaux d'échanger sur leurs pratiques. Donc, à la suite de la présentation de Faizan, donc je vais illustrer une action de partenariat. C'est une partenariat tripartite entre à la fois une commune, une section communale et une association. Donc, l'association, c'est l'Association Entrepreneuriat Social d'Haïti. On passe au prochain slide. Donc, je vais vous faire cette présentation avec 4 éléments. D'abord, je vais vous aider à comprendre un peu le territoire, parce qu'avant de comprendre ce que je dis, il faut comprendre un peu le territoire d'intervention. Dans un deuxième temps, je vais présenter l'origine et la construction du partenariat, donc d'où ça vient et comment ça s'est structuré. Dans un troisième temps, je vais rapidement présenter les objectifs et axes d'intervention dans le cadre de ce projet. Et enfin, je vais faire une synthèse et quelques points de vigilance. Donc, je pense que dans 15 minutes, on pourra faire tout ça. Le prochain slide. Voilà. Pour comprendre le territoire haïtien rapidement, Haïti partage une île avec la République dominicaine, donc pour un premier élément. Donc, c'est une île partagée en 2 républiques, République d'Haïti et République dominicaine. Notre association intervient dans la partie encerclée en vert, qui est plus dans le nord du pays. Donc, c'est le nord d'Haïti, donc à proximité de Cap-Haïtien, qui est la 2e ville la plus importante du pays, mais aussi dans une zone frontalière. Vous voyez que Haïti, République dominicaine, donc Fort-Liberté et Ferrier, qui est notre commune d'intervention, se trouvent dans cet axe-là. Donc, ça, c'est un premier slide pour comprendre un peu situé Haïti sur le plan géographique. Un deuxième élément sur le deuxième slide, sur le prochain slide, c'est comment c'est structuré Haïti. Haïti se structure à 3 échelles de territoire. Il y a les départements, les communes et les sections. Les départements, selon la Constitution, ils sont gouvernés par un conseil et une assemblée, de même que les communes, conseil-assemblée, section communale, conseil-assemblée. Donc, pour donner une idée générale comment s'organise le territoire. Et notre action concerne les 2 échelles de proximité, c'est la commune et la section, les 2 plus petites échelles territoriales du territoire. Donc, on va intervenir à l'échelle d'une commune en partenariat avec une section communale. Donc, pour comprendre un peu le discours que je vais tenir tout à l'heure. Le troisième élément, c'est la commune de Ferrier elle-même. La commune de Ferrier, c'est une commune d'un des 10 départements d'Haïti, département du Nord-Est. Cette commune est composée d'une seule section communale, donc c'est une particularité, mais on va avoir le temps de développer tout ça. Il y a une section communale de la commune, c'est la section Bamari-Barou. Donc, notre association fait le partenariat avec à la fois la commune de Ferrier et la section communale Bamari-Barou. Unité de la population est de 14 000 habitants, autant d'hommes que de femmes, un petit peu plus de jeunes, et la superficie est de 72 km², un petit peu plus que le plateau qu'on vient de voir tout à l'heure en termes de superficie. Et aussi, je mets ce point parce que je vais en parler. Ferrier fait partie aussi du parc des 3 baies. Après, je vais vous expliquer c'est quoi le parc des 3 baies. Voilà. Donc, le parc des 3 baies, c'est un parc d'intérêt écologique, c'est un parc national marin, en fait, qui est composé d'un ensemble de 3 baies. Si vous regardez, il y a la baie de Limonade, après il y a la baie de Caracol, la baie de Fort-Liberté, et si vous regardez la partie qui est encerclée en rouge, qui est le lac qui est concerné par notre projet d'intervention, c'est le lagon au bœuf qui est situé sur la commune de Ferrier. Donc, c'est le lac qui est concerné par notre action d'intervention. Après, vous allez comprendre comment ça s'est structuré et comment ça s'est développé. Donc, c'est pour vous donner une idée
du territoire et de l'ensemble, parce que ce n'est pas un lac isolé, donc c'est un lac qui s'inscrit dans un espace beaucoup plus grand, un ensemble de 3 lacs. Et même si vous regardez du côté de la République dominicaine, il y a aussi un 4e lac qui compose de façon naturelle un ensemble, même si ce lac fait pas, en fait, ce baie, en fait, la baie de Manceni, c'est un autre baie de la République dominicaine. Ça ne fait pas partie des 3 baies d'Haïti, mais ces 3 baies d'Haïti, plus le lac, plus cette baie-là, qui est une baie de la République dominicaine, s'appelle la baie de Manceni. Naturellement, c'est un ensemble de 4 baies, de façon naturelle, pour avoir une idée globale du territoire d'intervention. Donc, on avance à Mélie sur la question à propos en parler. Maintenant, le partenariat, comment ça s'est construit? Donc, le partenariat, c'est juste une histoire de rencontre. C'est des bénévoles qui, lors de leur visite du lac, qui ont rencontré des pêcheurs et qui ont discuté avec les pêcheurs de leurs difficultés. Donc, c'est des pêcheurs qui exploitent le lac pour la pêche. Et ils ont discuté avec les pêcheurs de comment ils exploitent ce lac et quelles sont les difficultés qu'ils rencontrent. Et lors de ces échanges, ils ont décidé de travailler sur un projet commun. Mais c'était vraiment un projet de développement de pêche. Dans un premier temps, c'était ça le projet, un projet de développement de pêche. Mais par la suite, le projet s'est structuré. Si on va dans l'autre slide, le projet s'est structuré et en plus de ces pêcheurs, l'association a décidé de rencontrer à la fois la section, donc les autorités de la section communale et les autorités de la commune. Pour vous donner une caractéristique du lac Lagon-Aubeu, donc le lac Lagon-Aubeu, c'est un lac qui a des potentialités assez énormes. Il y a des potentialités en termes économiques, potentialités économiques en termes d'aquaculture et de pêche. Donc, c'est un lac qui peut être valorisé pour la pêche et pour l'aquaculture. Il y a aussi des valorisations aussi en termes touristiques par rapport à ce lac, en termes de promenade en bateau, des pique-niques autour du lac. Il y a aussi des possibilités de valorisation environnementale. Si vous regardez, il y a les mangroves, donc les plantes aquatiques, ce sont des mangroves. Mais ces mangroves-là qui sont exploitées malheureusement pour le charbon par les populations en termes d'opportunités économiques, mais c'est des éléments qui devraient être protégés parce que les mangroves, ça permet aux poissons de se reproduire. Donc, c'est un élément important pour l'environnement, mais malheureusement, il y a des pêcheurs qui utilisent ou des résidents du territoire qui utilisent ces mangroves pour le charbon de bois. Maintenant, quelles sont les contraintes par rapport à ce lac qui présente des opportunités et des potentialités? Il y a des contraintes en termes d'accès pour avoir l'accès à la route, pour accéder au lac. Il y a des contraintes en termes de système d'exploitation non contrôlé. Donc, les pêcheurs, ils ont des difficultés dans les discussions en termes de matériel pour pêcher. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, donc, il y a des coupes de mangroves à des fins de charbon de bois, alors que les mangroves sont des habitats pour les poissons. Donc, il y a toute une destruction d'une diversité biologique, alors que si vous regardez le parc des 3 baies, donc la finalité, c'est de protéger tout cet ensemble, tout cet espace, parce qu'il y a un intérêt écologique et un intérêt biologique important. La réflexion pour construire ce projet, c'est une réflexion à plusieurs temps. Donc, je l'ai dit, il y a d'abord une rencontre entre des bénévoles et des pêcheurs pour discuter d'un problème de pêche. Après cela, le projet s'est structuré avec une rencontre avec les autorités de la section communale, parce que les pêcheurs, c'est bien de discuter avec les pêcheurs, mais s'il faut construire un projet, on ne peut pas construire le projet uniquement avec les pêcheurs, parce qu'il faut avoir de l'autorisation pour utiliser le lac, il faut avoir aussi de l'autorisation pour avoir des terrains autour du lac. Donc, il était important de discuter avec les autorités publiques. Donc, la plus petite échelle, c'est la section communale. Les premières discussions ont eu avec le conseil de la section communale. Donc, le conseil de la section communale a réuni un peu les autres membres de son équipe et on a discuté. Après, il y a eu des échanges avec les autorités de la commune de Ferrier. Donc, toutes ces rencontres de 2019 à 2020
on conduit à la validation d'une proposition. La proposition, c'est de mettre en place un centre de développement durable. Donc, c'est le centre de développement durable qui va être l'outil qui va travailler pour mettre ensemble ces acteurs et pour construire un projet, pas uniquement un projet de pêche, mais un projet de développement de tout le territoire. Donc, on a identifié rapidement 3 phases pour la mise en place du centre de développement. La première phase, c'est la signature de l'accord. Donc, si on fait abstraction de toutes les parties antérieures qui ont conduit à cette signature. La deuxième étape, c'est l'élaboration d'un document de projet. Donc, ce n'est pas juste un document sur la pêche, même si la pêche, c'est l'élément majeur, l'élément déclencheur, mais c'est un document qui est beaucoup plus large que la pêche. On va voir ça un tout petit peu par rapport aux objectifs. Et la dernière étape, c'est la mise en œuvre du projet en tant que tel, la mise en œuvre du projet du centre de développement durable. Donc, en plus de ces phases, on va voir quels sont les objectifs et les axes d'intervention de ce projet. Donc, le projet vise, c'est de promouvoir le développement de la commune de Ferrier par un partenariat public et privé. Ce n'est pas uniquement le public qui produit le développement au niveau local, et ce n'est pas uniquement le privé, mais c'est un partenariat entre le public et le privé qui peut produire le développement. Parce que le développement au niveau d'un territoire, ça doit être multi-acteurs. Donc, c'est plusieurs acteurs à une échelle territoriale qui doivent travailler ensemble pour produire ce développement. Donc, globalement, c'est l'objectif qui est poursuivi. Et de façon bien spécifique, donc, le centre de développement durable à Maribaou va tester, c'est un projet assez innovant parce qu'on n'a pas fait avant. Donc, on va tester, valider et implémenter ce centre. Donc, ce centre de développement durable, ça va être un premier. On va mettre en place en partenariat avec une commune et une section. Donc, ça va être un projet test pour développer le territoire à partir de cet instrument qui est le centre de développement durable. Donc, ce centre de développement durable a plusieurs axes d'intervention. Donc, dans le prochain slide, donc, vous allez voir quels sont les axes d'intervention. On a 4 axes d'intervention. D'abord, on va travailler avec les collectivités en matière sur la gouvernance. Donc, la gouvernance, c'est d'appuyer les collectivités, également les leaders d'associations, des associations de la société civile, les aider à mieux se structurer en matière de fiscalité et dans d'autres domaines de gouvernance. Mais également, le deuxième axe, précisément, ça va être sur l'éducation, et plus l'éducation fondamentale associée aussi avec un 3e cycle de techniques agricoles. Aujourd'hui, en Haïti, l'enseignement fondamental est plus au niveau général. Il y a très peu d'enseignement, quoique c'est prévu par le ministère de l'Éducation nationale pour qu'il y ait des cycles techniques, mais il y a très peu de cycles techniques. Donc, on veut initier un cycle technique agricole parce que c'est un élément important pour le territoire. Donc, il y a une école nationale. On essaie de discuter avec le ministère pour voir comment mettre en place un cycle technique agricole. Et le 3e élément, c'est la sécurité alimentaire. Donc, la question de la pêche, précisément, sur cet axe, mais aussi on élargit la question de la pêche à l'agriculture, parce qu'il y a aussi d'autres denrées qui sont cultivées sur ce territoire. Et le dernier élément, c'est l'intégration socio-économique, parce que notre association entrepreneuriale sociale d'Haïti, on est très investi sur ces questions d'accompagnement à l'entrepreneuriat, coaching, recherche de financement et recherche de marché. Pour vous donner une idée un peu globale du projet de territoire qu'on est en train de développer et de mettre en place. Ça a commencé en 2018, ça s'est structuré en 2019 et en 2020, mais ça ne s'arrête pas uniquement à l'échelle des collectivités, comme vous le voyez, que quand on parle d'éducation, donc ça renvoie au ministère de l'Éducation nationale. Donc, ça nous a amené à discuter aussi avec le ministère de l'Éducation nationale au-delà de l'échelon local. Donc, il y a aussi un autre acteur qui intervient, c'est les acteurs étatiques qui aussi participent dans cette dynamique. Voilà, c'est ce que je viens de dire. Donc, le partenariat s'est élargi à la fois au ministère, mais aussi, il y a des discussions avec la direction de la pêche et de l'aquaculture du ministère de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du développement durable, et du développement rural, excusez-moi, pour la valorisation du lac.
Donc, c'est vraiment une approche multi-acteurs, multisectorielle pour monter un projet qui a du sens pour l'ensemble du territoire. Et pour terminer, par rapport à l'expérience qui est en cours, hein, ce n'est pas une expérience qui est achevée, c'est une expérience qui est en construction, qui est en cours. Donc, ce que j'aimerais insister là-dessus, c'est que le projet de mise en place du CDD Lagon-Aubeu, c'est une construction graduelle. Comme vous l'avez vu, c'est graduellement qu'on construit le projet, qui prend en compte à la fois des acteurs locaux, donc les populations, les autorités, les associations, mais aussi des acteurs nationaux. On était obligé de travailler avec des ministères, que ce soit le ministère de l'Éducation nationale, la direction de pêche et d'aquaculture. Mais il y a 4 points de vigilance que j'aimerais insister là-dessus avant de terminer. Donc, pour mettre en œuvre une dynamique territoriale, il y a la question du temps. Le temps pour mettre en œuvre ces projets, c'est un temps long. On ne peut pas mettre en œuvre ces projets dans 6 mois ou dans 1 an ou dans 2 ans. Déjà, pour construire même toute la dynamique de partenariat entre les acteurs, ça a pris presque 2 ans et demi, 3 ans. Donc, pour donner du sens à une action sur un territoire, ça demande vraiment du temps. Et la deuxième chose, c'est le portage du projet. Donc, c'est vraiment un portage multi-acteurs. Un acteur tout seul, donc les pêcheurs tout seuls ne peuvent pas développer le projet, ou notre association tout seul, ça ne marchera, ça ne pourra pas marcher. Donc, il faut de l'interrelation, il faut de la coopétition et non de la compétition. Alors, compétition, c'est à la fois compétition et coopération. Donc, ça donne ce mot coopétition. Et qui traduit aussi la complémentarité d'expertise. Il y a les expertises un peu de partout. Il faut trouver cette complémentarité entre les expertises à l'échelle d'un territoire pour produire le développement. Le troisième point qui n'est pas les moindres, c'est la question des ressources financières. Pour mobiliser les ressources financières, ce n'est pas uniquement un bailleur qui va financer ce type de projet. Déjà, on a des premières discussions avec le ministère de l'Éducation nationale, des discussions avec la direction de pêche et d'aquaculture qui vont sortir des éléments de projet pour avancer. Mais aussi, il y a d'autres acteurs qui peuvent s'associer et même des acteurs au niveau international peuvent participer dans cette dynamique qui est en construction. Et le dernier élément qui est fondamental, c'est la question de leadership et de responsabilité assumée. Conduire un tel projet à l'échelle d'un territoire, ça demande un leadership qui doit être clair. Qui fait quoi? Qui fait quoi? Qui est responsable? Qui est dans le portage du projet? Qui est associé au projet? Quel est le rôle que la mairie doit jouer? Quel est le rôle que les pêcheurs eux-mêmes doivent jouer? Et aussi, toutes les responsabilités doivent être assumées. Donc, pour construire ce projet, il faut à la fois ce leadership qui doit être clair et il faut aussi que les responsabilités soient assumées pour qu'au final, l'objectif qu'on avait mis de construire en partenariat un développement, pour que ce développement soit à l'échelle de cette commune une réalité. Mais l'horizon temporel, ce n'est pas forcément 1 an, 2 ans, ça peut être 6 ans, 7 ans et même 10 ans. Donc, le temps long, c'est un élément important. Donc, je vous remercie. Merci beaucoup, John, pour cette intervention aussi très riche. Donc, on va laisser peut-être un temps déjà aux questions ou aux réactions de la salle, donc, pour voir un peu s'il y a des questions. Puis après, on redonnera peut-être la parole à Faisan qui souhaitait un peu ajouter quelques exemples peut-être. Donc, Faisan qui a été... Voilà, qui a été déconnecté. Je reconnecte. Donc, on a déjà une... Faisan, tu nous as rejoint, c'est bon? J'ai vu que tu t'es déconnecté. Oui, c'est bon. D'accord. Donc, je vais peut-être faire passer donc, une première question qui est sur le volet discussion. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. On peut aussi se permettre tout à fait des questions à l'oral, il n'y a pas de souci. Ça met un peu aussi de convivialité dans ces
voilà, des échanges à distance qui présentent certains avantages de pouvoir être présent malgré les distances géographiques, mais qui présentent aussi certains inconvénients. Donc, n'hésitez pas, si vous souhaitez prendre la parole à l'oral, c'est tout à fait possible. Il y a aussi un petit outil où on peut lever la main si vous souhaitez, il n'y a pas de problème. Donc, il y a une question donc, de Lisa Bardot qui demande, qui remercie d'abord les intervenants et qui demande donc si Monsieur Cadet pourrait développer l'axe gouvernance. Donc, quelles activités sont mises en place et avec quelle méthode? Donc, une première question pour John. Merci, Lisa, pour la question. Alors, on ne t'entend pas très bien, John? Merci déjà pour la question. Je vais tenter un élément de réponse. D'abord, si vous avez suivi tout le développement que j'ai fait, c'est un projet qui est en construction. Okay? C'est un projet qui est en construction. Il y a des actions qui sont en cours, il y a des actions qui se développent. Mais tout part de toute une expérience en termes d'accompagnement aussi pour construire ce projet. Ce que je n'ai pas dit, j'ai une formation à la base de fonctionnaire d'une école d'administration. J'ai travaillé avec beaucoup de collectivités, que ce soit avec l'USAID, sur l'accompagnement, sur la question de la fiscalité notamment. C'est une question qui est importante pour les collectivités. Assez souvent, les collectivités, ils ne disposent pas des ressources suffisantes pour mettre en œuvre leurs propres actions. Donc là, l'un des éléments importants de la gouvernance, c'est les ressources propres des collectivités. Comment les collectivités, ils arrivent à mobiliser leurs propres ressources pour assurer le développement. Donc, quand on parle de gouvernance, déjà, il y a cet élément-là. Mais il y a aussi tout l'accompagnement technique. Une collectivité, c'est comme l'a bien décrit Faisan, l'ensemble des services qui sont décrits, il faut des expertises pour mettre en œuvre ou pour accompagner le développement de ces services. L'exemple haïtien est un peu peut-être différent de soit un exemple français ou l'exemple développé en Côte d'Ivoire ou même des communes plus importantes à Port-au-Prince. Les collectivités rurales, ils ont assez souvent une manque en termes d'expertise pour assurer pour la fourniture du service, des services. Donc, la méthode, pour revenir à la question, la méthode d'intervention sur la gouvernance, c'est l'accompagnement dans le développement de capacités, le développement de cette expertise-là. Donc, ça peut prendre la forme d'échanges avec d'autres collectivités, ça peut prendre la forme de séminaires de formation pour les agents des communautés sur plusieurs thématiques, sur l'offre de services comme les déchets ou sur un ensemble de thématiques. Voilà. Bon, je donne juste une idée, mais l'accompagnement, c'est comment permettre aux collectivités d'avoir la capacité pour prendre en charge de façon rationnelle et de façon efficace les services aux populations. Voilà. Quand on parle de gouvernance, c'est dans ce sens-là. Et sans négliger la dimension fiscale, qui pour moi est une dimension aussi importante quand on parle de capacité d'une collectivité à intervenir. Si la collectivité n'a pas les moyens financiers pour mettre en œuvre ses actions, c'est déjà très compliqué d'arriver à fournir des services aux populations. Je ne sais pas si j'ai répondu suffisamment, mais s'il y a des besoins de clarification ou de compléments d'information, je peux toujours les apporter. Merci, John. La personne, donc Lisa ou d'autres personnes nous interpelleront s'il y a des clarifications demandées. Ensuite, on avait une deuxième question toujours pour John sur le rôle de l'université, secteur de savoir, dans la dynamique locale à Haïti. C'est plus global. Je ne sais pas si… C'est une question assez importante, mais je vais juste l'illustrer à partir juste d'un projet
d'un projet qu'on a mis en place à Fort-Liberté, donc qui a été financé par l'ambassade de France. C'est un projet d'éducation environnementale. Donc, ce projet d'éducation environnementale, à un certain moment, il était question de former les enseignants, donc les enseignants à la question d'éducation environnementale pour accompagner les enfants dans ce processus. Donc, pour faire ce travail, donc, le projet a associé l'université, qui est détenteur du savoir, pour certifier les enseignants, donc pour donner de la capacité aux enseignants pour pouvoir faire ce travail d'accompagnement des collectivités. Donc, de façon très pratique, l'université peut être sollicitée par rapport à son statut, son rôle, par rapport à sa mission, pour accompagner des acteurs dans la mise en œuvre des actions de développement. Bon, de façon plus générale, donc, je peux toujours rappeler que l'université, c'est à la fois l'enseignement supérieur classique, mais c'est aussi service à la collectivité, parce que par la recherche, l'université participe aussi à la compréhension des problèmes et aussi à la construction ou à la proposition de réponses. Mais de façon très concrète, l'université haïtienne, dans le cadre de ce projet-là, a participé dans la certification des enseignants pour pouvoir mettre en place des actions en matière de développement durable. Bon, c'est juste un exemple, mais l'université, comme dans tous les pays du monde, participe à la réflexion générale sur le fonctionnement de la société, même si on peut toujours dire qu'il y a des choses à améliorer en Haïti. Ça, je le reconnais. Merci, John. Une question pour Faisan sur le niveau de coordination à la ville du Plateau avec les 13 autres communes du district d'Abidjan. Et puis, moi, j'en profiterai aussi pour demander aussi à Faisan de nous donner quelques exemples qui souhaitaient aussi développer sur justement l'animation entre la collectivité, les organisations de la population civile. Je trouve ça très intéressant. Donc, cette première question, donc, du niveau de coordination à la ville du Plateau avec les 13 autres communes. Merci Amélie. Bon, en termes de coordination, je veux dire plutôt en termes de coopération, en termes de partenariat avec les autres communes, les 13 communes du district d'Abidjan. Il faut dire que les collectivités sont autonomes et indépendantes, hein, ça c'est vrai, mais dans le cadre donc de leur fonctionnement et par rapport aux compétences que j'ai évoquées tout à l'heure, elles mettent en place, si vous voulez, des partenariats comme l'intercommunalité, par exemple. Vous avez la commune du Plateau, la commune de Trècheville et la commune d'Atekoubé, par exemple, qui sont 3 communes voisines qui se sont mises en intercommunalité pour pouvoir travailler sur les questions d'insertion des jeunes. Donc, il y a sur des thématiques précises certaines coopérations qui naissent entre les différentes collectivités. La commune du Plateau également, en raison de son savoir-faire ou bien le fait qu'elle a été précurseur sur certaines thématiques, a apporté son appui donc, à certaines collectivités, notamment sur des questions de l'état civil, parce que nous avons été l'une des premières communes à numériser nos actes d'état civil. Du coup, nous avons donc accompagné certaines collectivités du district d'Abidjan, donc des 13 communes, à en faire autant, et donc le mode opératoire et une certaine capitalisation de nos expériences. Donc, donc il y a également le renforcement des capacités. Et puis, il y a également des thématiques liées à la gestion des déchets ou à la salubrité, donc qui font que la commune du Plateau appuie également dans le cadre de coopération interne, hein, des coopérations internes, des coopérations intercommunales, donc un certain nombre de communes du district d'Abidjan. Donc, les relations entre le Plateau et les communes d'Abidjan sont soit du niveau de renforcement de capacité, mais également du niveau de partage d'expérience, hein, également qu'on peut aussi extraire. Et en ce qui concerne la relation avec certaines organisations, hein, comme je l'ai dit, c'est sur des thématiques précises, c'est sur des compétences précises. En matière, par exemple, d'emploi,
c'est des organisations, par exemple, avec lesquelles la commune a travaillé pour mettre en place un incubateur d'emploi. L'incubateur, ce sont des structures qui accompagnent les jeunes depuis leur idée d'entreprise, donc jusqu'à ce que ce soit une réalité. Donc, il y a un incubateur qui a été mis en place avec certaines organisations qui se sont réunies avec la Chambre de commerce et d'industrie, donc la CCI. Du coup, comme je l'ai dit, la commune du Plateau met en place des cadres. Et lorsqu'elle est sollicitée également pour implémenter un certain nombre de projets, elle est donc disponible pour accompagner et apporter non seulement son expertise, parce qu'elle fonctionne comme non seulement en tant que financier, elle apporte des moyens donc, pour accompagner les organisations de la société civile. Elle fonctionne aussi comme un accompagnateur, donc pour accompagner, pour créer le cadre pour que les organisations de la société civile puissent s'exprimer. C'est le cas, par exemple, de l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire, par exemple, qui a mis en place une clinique juridique pour accompagner les différents couples donc, dans les questions légales sur leurs droits. Donc, la commune du Plateau les accompagne également donc, pour développer un certain nombre d'activités. Donc, voici un peu ce que je pourrais dire par rapport à ça. Merci pour la réponse. Je vous en prie. Merci. Donc, nous continuons avec les questions. Donc, il y a une question plus sur l'accompagnement. Alors, je vais reprendre, pardon. Donc là, c'est une start-up Legabase, donc Yanis, qui nous pose une question, en fait, pour les start-up qui souhaitent travailler avec des communes ou des associations en proposant des accompagnements juridiques, administratifs, des formations. Il demande donc si la mise en relation est simple et si vous avez des plateformes de mise en relation. Donc, apparemment, cette start-up est impliquée sur des dossiers de coopération et du coup, voilà, elle se pose cette question. Tu pourrais reprendre la question, s'il te plaît, Amélie? Alors, la question, c'est sur la mise en relation, en fait. Comment être en relation avec ces acteurs, mais peut-être que la personne peut prendre la parole. Hein. Ce sera peut-être plus simple, si elle le souhaite. Oui, je peux éventuellement reformuler pour que ça soit plus explicite. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Merci de me donner la parole, du coup. Alors, nous, on est une start-up, en fait, Legabase. On est un service juridique externalisé et on est souvent sollicité, en fait, pour des dossiers de coopération entre les communes locales, principalement basées en Afrique, et les communes françaises. Parce que sur les dossiers de coopération, parfois, certaines communes françaises apportent des financements ou d'autres aides qui permettent justement à participer au développement. Donc, cette année, nous avons travaillé sur le financement d'un puits au Togo, avec une commune. Et ça a été difficile, en fait, de trouver les bons interlocuteurs ou de construire les bons dossiers ensemble. Donc, dans notre secteur d'activité, on se demandait si c'était possible de faciliter justement les mises en relation entre les acteurs locaux et les acteurs plutôt basés sur l'Europe, afin justement d'œuvrer à l'accompagnement et à la formation des personnes qui participent à ce type de montage de projet. Donc, j'ai vu justement qu'il y avait une personne qui travaille dans la commune, qui est en relation du moins avec des communes sur la Côte d'Ivoire, et avoir par exemple aussi son retour sur ce type d'échange, s'il y a des plateformes qui facilitent ce type d'échange, par exemple sur les questions de marché public, comme c'est le cas ici en France, on a des plateformes justement qui référencent un peu toutes les structures et les interlocuteurs. Et si ce n'est pas le cas, comment est-ce que ça peut être mis en place éventuellement? Ok, merci. Je n'ai pas retenu le nom, mais je vois le Gabase. Merci pour la question. Non, je pense que la question de coopération, elle est d'abord particulière à chaque commune. La loi décrit les conditions de partenariat, comment c'est formalisé.
et comment les communes s'intègrent donc dans ce processus. Donc, c'est une donnée déjà légale. Alors, pour entrer en coopération sur un domaine précis, il faut également effectivement que cela soit de l'intérêt d'abord de la collectivité elle-même. Si vous avez travaillé sur les questions de puits, est-ce que effectivement c'était un besoin qui était de la collectivité? Mais non seulement il y a le besoin, mais c'est également de connaître l'environnement dans lequel est-ce que le projet va pouvoir s'implémenter. C'est vrai qu'il y a des contraintes d'ordre administratif liées à la tutelle parce que la plupart de nos communes ont un certain contrôle de l'État en matière de coopération. N'empêche qu'elles arrivent quand même à entrer en relation avec des partenaires qui, effectivement, veulent donc coopérer. Dans votre cas, en tant que structure, je veux dire d'interrelation, d'intermédiation, de mise en relation comme la vôtre, je pense que dans un premier temps, il n'y a pas il y a la direction des marchés publics qui est connue, qui travaille sur cette thématique, mais de façon plus précise, la thématique sur laquelle vous voulez coopérer doit pouvoir être identifiée d'abord par la commune. Il faut connaître le besoin de la commune en matière de coopération et puis ensuite, quels sont effectivement les atouts de la commune pour pouvoir entrer en coopération. Dans le cadre de la commune du Plateau, lorsque nous sommes allés en coopération, par exemple, avec la commune de Rennes, sur la question de la mise en place de la mission locale au niveau de la commune du Plateau. Simplement, nous avions effectivement un intermédiaire qui a fait la relation et qui a permis que les services de la mairie se déplacent à Rennes et que ceux de Rennes se déplacent pour venir voir un peu toutes les conditions qui se passent. Il n'y a pas de plateforme véritablement disponible, mais ce sont soit les structures qui travaillent comme le vôtre, qui font la relation, ou alors les communes rentrent en coopération directement sur les thématiques. Donc, logiquement, il n'y a pas de problème particulier sur les questions de coopération. La loi encadre très bien ce genre de dispositif, ce genre de relation. Il n'y a véritablement pas de problème. Bon, je ne sais pas à quel niveau est-ce que vous avez buté principalement, mais sinon, si le besoin est identifié dans la collectivité, toutes les structures de la collectivité s'organisent pour que, effectivement, le projet puisse être une réalité. Et je voudrais même dire que dans ce cadre-là, généralement, les communes sont demanderesses du fait que des projets soient implémentés et que ce soit véritablement une réussite sur leur territoire. Donc, en dehors des petits problèmes administratifs avec la tutelle, je ne pense pas qu'il y ait véritablement de problème particulier. Ce doit être spécifique à un contexte précis. Merci, Faisan. Merci beaucoup. Je ne sais pas si Jeanne, tu veux rajouter quelque chose. Après, sur certaines thématiques, si vous voulez aller plus loin, c'est aussi pour ça qu'on propose de mettre en contact les uns et les autres pour peut-être entrer plus dans des spécialités, des expertises. Ou pour aussi donner d'autres contacts qui peut vous aider. Donc, c'est fonction de mise en réseau qui peuvent être aussi intéressantes. Moi, je veux dire une chose sur Haïti par rapport à la question de start-up. Donc, je ne sais pas si il parle d'entreprise. De façon globale, au niveau national, on a ce qu'on appelle le Centre de facilitation des investissements. Donc, il y a une porte d'entrée, le CFI, dans le contexte haïtien, qui a une porte d'entrée pour discuter lorsqu'on est au niveau international. Et à partir de ce centre, qui peut aussi faire des liens avec des acteurs locaux, mais il y a aussi la direction des collectivités territoriales du ministère de l'Intérieur qui peuvent aussi faire des liens. Un point que j'aimerais faire par rapport avec tout ça, c'est le niveau d'institutionnalisation dans les pays du Sud qu'on doit bien comprendre par rapport aux pays du Nord. Donc, ce n'est pas le même niveau d'institutionnalisation. Quand on parle de partenariat, par exemple, moi, quand je parle d'appui à la fiscalité locale
ce qui est une réalité dans les pays du Sud, mais ce n'est pas forcément une réalité ici en France, parce que la fiscalité est déjà bien assise et que les acteurs, ils ont la capacité de jouer pleinement leur rôle. Mais dans les pays du Sud, il faut comprendre qu'il y a encore des besoins dans ce secteur-là. Et donc, le niveau d'institutionnalisation, c'est aussi un élément important quand on analyse la question de partenariat avec les pays du Sud. Il y a vraiment un besoin en termes de renforcement institutionnel au niveau étatique, mais surtout au niveau local. Au niveau étatique, ça va plus ou moins, mais au niveau local, il y a vraiment ce besoin de renforcement de capacité, ce besoin d'institutionnalisation au niveau local. Ouais, c'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Merci, John. Est-ce qu'il y a... Je n'ai pas vu d'autres questions pour le moment, donc n'hésitez pas si vous avez des questions ou si vous souhaitez aussi intervenir en réaction ou s'il y a des choses qui vous font penser à vos propres projets. Je crois qu'on a peut-être bien quelques personnes qui soit sont de collectivités, soit qui travaillent avec des collectivités. Donc, ça pourrait peut-être être intéressant aussi qu'elles apportent des éléments complémentaires ou des réactions par rapport à ces témoignages. Donc, je vous invite, je crois que... Notamment à Jocelyne, donc de Rezakov, je te laisse la parole. Oui, c'est juste pour faire venir les autres questions. Je vais me permettre déjà de remercier les intervenants parce que moi j'ai trouvé très intéressant justement qu'on ait à la fois le témoignage donc de Faisan qui travaille pour ou qui a travaillé pour une commune et le témoignage de John qui, lui, nous a présenté plutôt le point de vue d'un opérateur et en lien avec la société civile. Donc, il y avait vraiment ce regard croisé là aussi à ce niveau, puisque voilà, on parle de regard croisé sud-nord, mais là aussi, il y avait ces deux perspectives très complémentaires. Et je voulais reposer comme question aux deux intervenants, justement, de leur point de vue sur ces exemples. Est-ce que la commune, du coup, est dans une dynamique sur ces projets d'informer la société civile, de la consulter sur ces projets, de se concerter avec la société civile ou de partager la prise de décision? À quel niveau vous pensez, sur les projets que vous nous avez présentés, se situe en fait la collaboration de la commune avec la société civile? Ok, merci. Bon. Jocelyne. Jocelyne, voilà. Je retiens souvent de la rue. Merci, Jocelyne. Oui, je me lance pour parler comme l'autre. Effectivement, comme je l'ai dit dans mon intervention, par rapport à la mission de la collectivité qui est d'organiser la participation des populations à la gestion des affaires locales. Cette participation, naturellement, consistera à créer des conditions pour une expression plurielle donc des habitants et à travers le mode d'implication. Donc, effectivement, la collectivité a vocation à impliquer les habitants par des consultations des populations. Par exemple, j'en ai parlé tout à l'heure dans l'élaboration du budget, mais également dans l'élaboration et la mise en œuvre de certains projets locaux. Vous ne pouvez pas faire des aménagements sur le territoire sans que vous n'impliquiez des organisations de la société civile, des associations, des ONG, parce que je donne un exemple. Lorsque nous avions, en tant que collectivité, commencé à faire des aménagements pour nous, les gros arbres, parce qu'on avait de gros arbres, malheureusement ou heureusement, en fait, qui étaient centenaires. C'était des arbres centenaires et dans notre projet d'aménagement, nous avons commencé à les abattre complètement
pour pouvoir faire de l'espace parce que ce sont de gros arbres centenaires qui avaient commencé complètement à dégrader la chaussée. Il y a les organisations de la société civile qui ont commencé à donner de la voix, qui ont commencé à manifester, à se plaindre pour dire que la collectivité n'a pas le droit, par exemple, d'abattre des arbres centenaires qui rentrent dans le patrimoine de la Côte d'Ivoire. Donc, vous voyez, si on ne consulte pas les organisations avant, alors que nous étions dans un gros projet d'aménagement de la ville, donc, la concertation autour des projets, elle est importante, sinon après, elle aboutit à des échecs. Donc, il y a concertation, je ne veux pas dire obligatoirement, mais nécessaire, donc avec les acteurs de la société civile, qui ne sont pas que des ONG, hein, mais qui sont également des opérateurs économiques regroupés en associations, qui sont des populations. Il y a également comment est-ce qu'on on les fait participer donc à la prise de décision. Et c'est pour cela que nous avons les comités de développement de quartier. Quand on a une décision à prendre, on envoie d'abord l'information au niveau des comités de développement du quartier qui se réunissent avec les populations de quartier et qui nous font retour par un procès verbal de leurs décisions qu'ils ont eu à prendre par rapport à la thématique, au sujet précis, soit qui concerne leur quartier ou bien la consultation populaire qui concerne l'ensemble du territoire. Et puis après, il y a la question donc de redevabilité où, je l'ai dit dans le webinaire passé, la collectivité, chaque fin d'année, va vers les populations pour leur dire que dans le budget de l'exercice en cours, voici les projets que nous avions identifiés avec vous. Voici ce que nous avons pu réaliser, voici ce que nous n'avons pas pu réaliser et pourquoi nous n'avons pas pu les réaliser. Et puis après, il y a des échanges pour préparer le budget de l'année à venir. Donc, je pense que c'est cette relation entre collectivités locales et habitants, population, qui permet en fait que chacun estime pouvoir prendre part à la vie de la collectivité, être un maillon donc, qui participe à la mise en œuvre des décisions sur la commune. Voilà. Donc, voilà un peu ce que je voulais dire. Et puis, laissez John. Merci, Faison, pour le relais. Sur la question de la participation citoyenne, moi, je pense que c'est d'abord une question de culture. Donc, j'ai insisté lors de mon intervention sur le temps long. Sur le temps long, donc, il faut du temps pour construire cette culture de participation. En Haïti, pour beaucoup de politiciens ou même de certains citoyens, c'est que la participation, c'est au niveau des élections. Quand on parle de participation citoyenne, je vais voter ou je ne vote pas, c'est comme si la participation citoyenne se limite à ce niveau-là, alors que la participation citoyenne, elle est dans le budget participatif. La participation citoyenne, elle est dans la construction de projets de territoire. Voilà, il y a tout ce plaidoyer peut-être qui doit être mené pour amener à la fois les décideurs et les populations et même les acteurs aussi qui accompagnent sur quelle est la bonne vision à porter quand on parle de participation citoyenne. Est-ce que c'est uniquement des élections? Est-ce que c'est uniquement participer des élections? On désigne nos dirigeants et après ils font ce qu'ils veulent? Ou est-ce qu'il faut un accompagnement, il faut une participation dans la construction même de la dynamique à l'échelle locale? Voilà, c'est ce que je peux dire par rapport à la participation qui est aujourd'hui, moi, limitée trop à cette question d'élection ou pas élection. Merci pour ces réponses. Merci à vous deux. Est-ce que nous avons d'autres questions ou demandes de prise de parole? Est-ce qu'il y aurait peut-être des exemples de projets, de partenariats avec les collectivités? Je crois que vous êtes quelques-uns donc à avoir travaillé avec les collectivités, peut-être dans le tourisme notamment. Oui? Oui, pour peut-être ajouter, compléter ce qui vient d'être dit. Donc, Julien Finant, j'ai été un ancien élu local, notamment sur les questions numériques, communication, citoyenneté.
dans la région lyonnaise. Et aujourd'hui, suite à une expérience également à la francophonie en organisation internationale, j'ai monté un cabinet de conseil en expertise publique. Et je voulais vous féliciter pour la construction des interventions parce qu'il y a une partie sur la gouvernance, vraiment sur la vision interne, si je puis dire, c'est-à-dire l'organisation administrative, et la seconde partie sur plutôt une forme de cas pratique. Et au regard des interventions qui ont été faites, c'est ce qui a été aussi rappelé, qu'il faut, il y a un degré différent de construction, en tout cas sur les infrastructures et dans les pays du Sud, et que mettre en œuvre un projet, ça demande déjà de travailler sur l'existant, sur l'environnement, sur l'écosystème. Et voilà, c'est surtout un témoignage dans ce sens-là où on pense toujours, et à tort, où on a pensé qu'il faut reproduire et calquer des modèles à destination des pays du Sud, puisque les pays du Nord sont plus développés, tout ça, même s'il y a certains pays du Sud qui le sont énormément. Et je crois que l'action, en tout cas, la mise en œuvre des projets ne se fait pas sans aborder les thématiques de gouvernance. Au-delà du financement, il y a aussi des blocages humains, des blocages politiques. Et c'est sur ce que nous travaillons, mais tout ça pour en venir au fait que les deux ne doivent pas être distingués et vont de pair et sont complémentaires. Merci. Merci pour cette intervention. Je crois que notamment la caractéristique, l'enjeu du temps dont on parlait, John, est important à prendre en compte, qu'il faut à la fois prendre le temps, mais il faut aussi prendre en considération le temps de chacun des acteurs, en fait. Donc, merci pour cette intervention. Est-ce que d'autres personnes souhaitent intervenir, peut-être sur… Moi, j'avais envie de poser aussi une question, c'est est-ce que vous voyez en fait sur vos territoires des évolutions en fait de ces partenariats entre populations civiles et entre collectivités? Est-ce que parce que moi j'ai un peu l'impression qu'en France ça évolue, c'est pas tout à fait animé et mis en place de la même façon qu'il y a 10 ans ou il y a 15 ans. Et du coup, je serais intéressée de savoir votre retour sur cette question, si vous avez vu de fortes évolutions ou au contraire, est-ce que ça reste à peu près les mêmes choses qu'il y a 10 ans? Je me permets de me lancer, hein. Oui, il y a forcément des évolutions avec même le contexte d'évolution au plan national. Le contexte d'évolution au plan international. Et donc, il y a forcément des répercussions sur le mode de gestion, le mode de gouvernance au niveau des collectivités locales, hein, dans leur relation avec les habitants. De plus en plus, il est fait question de participation citoyenne. Ce n'étaient pas des notions qui existaient par le passé, peut-être dans les pays du Sud, il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans. Mais de plus en plus aujourd'hui, on parle de participation citoyenne qui au départ étaient comme des slogans, mais aujourd'hui qui prennent pied et qui deviennent des réalités, qui deviennent donc des modes de gestion, de gouvernance, des façons de faire au niveau donc de la relation entre les collectivités et les habitants. On ne peut pas aujourd'hui aller creuser ou bien faire une pompe hydraulique sur un territoire sans impliquer, sans consulter d'abord les habitants eux-mêmes, même s'ils en ont besoin, mais même s'ils ont besoin donc d'eau, mais vous ne pouvez pas faire une pompe hydraulique sans leur consentement. Donc, il y a une certaine priorisation de leurs besoins sur les territoires. Et c'est à eux aujourd'hui de dire que c'est vrai que nous avons besoin d'eau, mais certainement que ce qui est prioritaire pour nous, c'est l'électricité, par exemple. Donc, le raccordement à un réseau donc électrique,
C'est vrai que nous avons besoin d'électricité, mais ce qui est prioritaire pour nous, c'est d'avoir des pompes hydrauliques. Donc aujourd'hui, la prise en compte des aspirations des acteurs du territoire est au cœur donc de tout ce qui est gouvernance. Et les collectivités le savent, hein, les collectivités en ont pris conscience. Et cela fonde un peu aujourd'hui les changements, les transformations dans leur façon de faire. De plus en plus, on ne peut pas faire des projets d'aménagement parce qu'effectivement, les élus, quand ils arrivent, ils ont leur projet, ils ont leur vision politique, ils veulent la mettre en œuvre. Ils ont été élus sur la base donc d'un programme. Ils veulent mettre en œuvre. Mais lorsqu'ils sont maintenant dans l'exercice de leurs fonctions, cela est confronté maintenant à la réalité des besoins des populations qu'il faut prendre en compte. Donc, ça met en jeu la consultation préalable donc, des populations aujourd'hui avant tout projet d'aménagement, de développement sur le territoire en priorisant ce qui est bien pour les populations. Donc, je pense qu'il y a des évolutions naturellement qui tiennent compte vraiment du contexte global, national et tout ça. Et puis, comme je l'ai dit, il y a une direction du développement local, une direction centrale donc du ministère qui est chargée d'encadrer et d'accompagner les collectivités, donc qui veille un peu sur ces questions-là. Parce que si les populations ne sont pas d'accord avec la mairie, elles vont écrire tout de suite à la tutelle, donc au ministère de l'Intérieur. Donc, effectivement, on fait beaucoup attention de plus en plus à impliquer les populations, à impliquer les minorités et puis aux couches vulnérables également. Merci, Faisan. L'ajout que je peux faire par rapport à l'évolution, l'ajout que je peux faire par rapport à la question d'évolution, ce que moi je constate, c'est qu'il y a quand même une demande beaucoup plus forte de la part des populations pour participer. Il y a une demande de participation, mais cette demande a besoin d'être canalisée. Peut-être cette demande est expliquée peut-être par les réseaux sociaux, par le fait que en fait, les populations du monde entier ils peuvent échanger. Donc, ce qui est arrivé en France hier, un Haïtien peut me dire voilà ce qui est arrivé en France hier et qu'est-ce que tu penses de cela. Voilà. Les réseaux sociaux, ça met un peu tout le monde dans une boucle qui fait qu'on a tous de l'information. Il y a une volonté de la part des populations de participer, de participer à des dynamiques de changement. Mais est-ce que je parlais de l'institutionnalisation, est-ce qu'il y a un cadre un peu partout pareil pour canaliser cette énergie? Peut-être pour moi, c'est ça le défi. Comment aujourd'hui canaliser toute cette énergie pour que cette énergie puisse aller dans le bon sens? C'est ça, moi, le vrai défi aujourd'hui. Il y a cette volonté, il y a cette prise de conscience, mais est-ce que cette prise de conscience est canalisée, est orientée dans la bonne ou mauvaise direction? Je ne sais pas trop, mais peut-être c'est ça, moi, mon interrogation. Mais oui, il y a une évolution, ça c'est clair. Merci. Oui, pour enchérir un peu sur ce que John a dit, effectivement, dans la commune du Plateau, par exemple, les jeunes donnent de plus en plus de la voix. Les jeunes s'expriment même quand on ne leur donne pas la parole. Ils ont des canaux pour s'exprimer, ils ont des canaux pour critiquer, ils ont des canaux vraiment pour mettre à nu des travers de gestion. Ils créent des plateformes sur les réseaux sociaux pour dire ce qu'ils ont envie de dire. Du coup, les élus sont tenus de désormais prendre en compte avant donc de le faire pour éviter que ce soit à la fin qu'on puisse véritablement leur tirer là-dessus à boulet rouge, de prendre en compte les aspirations parce que même si vous ne leur donnez pas la parole, les populations ont des canaux pour s'exprimer. Donc, effectivement, ça fonde un peu, ça transforme un peu la manière d'agir, la manière de faire. Merci beaucoup. Du coup, ce n'était pas fait exprès, mais je trouve que c'est une bonne conclusion. Donc, cette énergie à canaliser, l'énergie des jeunes et de la population et ces évolutions, ces dynamiques. Merci. Donc, on arrive effectivement à l'heure de la fin de ce webinaire.
J'espère que vous avez tous apprécié ce temps d'échange. Merci beaucoup aux deux intervenants donc, pour leur temps et la richesse de leurs interventions. Et on espère pouvoir réitérer donc, ce cycle l'année prochaine. Donc, vous allez avoir un petit mail à tous les participants d'aujourd'hui et des autres webinaires pour avoir un peu votre retour et peut-être des idées aussi de thématiques, de témoignages que vous aimeriez entendre. Que dire de plus? On vous enverra bien évidemment les diaporamas, les liens sur les enregistrements. Et on vous remercie beaucoup aussi pour votre participation. Je crois que je n'ai rien oublié. Donc, merci à tous. Merci à vous, à bientôt. À très bientôt.